Pour rencontrer notre chef de la semaine, Aymeric, une seule adresse, l'ambassade d'Auvergne située au 22 rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, pour savourer sa carte qui change tous les 2 mois. 01 42 72 31 22. Ouverture des festivités avec cette fameuse recette de la salade de lentilles vertes du Puy. Alors, la particularité de notre lentille que nous faisons à l'ambassade d'Auvergne, sur les hauts plateaux du Velay, c'est qu'elle et sa terre est volcanique lui procure un goût moins farineux et une peau très fine. Tout d'abord, nous allons faire revenir sans coloration à l'huile 100 g d'oignons hachés, 100 g de carottes hachées et 100 g de dés de jambon pour échanger ces saveurs. Sans coloration. Une fois suées, nous allons ajouter les lentilles puis les remuer. Alors, les lentilles, excusez-moi grand chef, est-ce que préalablement on doit les faire tremper la nuit, 12 heures, 6 heures ou pas du tout? Alors justement, ça allait être un petit conseil que j'allais vous donner. Le mieux, c'est de les tremper la veille dans l'eau. Ça permet d'accélérer la cuisson. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que par exemple, dans le trempage, on peut y ajouter par exemple un oignon blanc ou pas du tout, ou ça n'a aucune importance? Je ne pense pas. Non, il faut les laisser juste dans l'eau. C'est suffisant. Justement, le goût va être apporté par cette garniture aromatique que nous allons faire suer. Alors donc on prend les lentilles trempées la veille, on les égoutte, on les rince. Tout à fait. Et on les ajoute à notre garniture aromatique suée. Donc c'est un peu comme un riz pilaf en fait. Le départ est un peu comme un riz pilaf, oui. Ensuite, nous allons ajouter 3 fois son volume en eau. Alors de l'eau froide ou on peut déjà de l'eau y mettre froide, de l'eau froide, très important, de l'eau froide. Nous allons ajouter une branche de thym, une feuille de laurier et laisser cuire à couvert pendant 30 minutes sans vous oublier de saler à mi-cuisson. Un légume sec se sale toujours à mi-cuisson. Alors la raison? La raison, c'est que si on le sale dès le départ, ça empêche le légume de cuire. D'accord. Et la cuisson, je suppose qu'elle va se faire très lentement, très sur le lentement, coin du feu. Voilà. Il faut le laisser cuire à couvert pendant 30 minutes, tout doucement. Et une fois que nous arrivons au terme de ces 30 minutes de cuisson. Alors, une fois que les lentilles sont cuites, il faut les refroidir très rapidement pour couper la cuisson. Donc ça, on les rafraîchit. Tout à fait. Les laisser égoutter une bonne heure, car pour faire une salade de lentilles, il faut des lentilles très égouttées. Sinon, on va se retrouver avec une vinaigrette à l'eau. Bon. Pour la vinaigrette, il faut tout simplement prendre dans un saladier 5 centilitres de vinaigre de vin, 2 cuillères de moutarde, sel, poivre, et le monter à l'aide d'un fouet avec de l'huile de noix. Il faut à peu près 3 décilitres d'huile de noix. Mélanger les lentilles, une fois la vinaigrette terminée, excusez-moi, il faut mélanger les lentilles égouttées avec un oignon finement ciselé dedans. Alors, est-ce que oignon rouge, oignon jaune, oignon blanc, oignon blanc. Oignon blanc. Un oignon blanc, tout simplement. À côté de ça, dans une petite poêle, il faut faire revenir quelques lardons, légèrement croquants. Donc c'est juste comme ça saisi sur le feu vif. Juste saisi. À feu pas d'huile pour les lardons. Non, c'est pas nécessaire. Ensuite, les poser délicatement sur votre salade de lentilles et y ajouter une petite pointe de persil. Et avec ceci, il ne reste plus qu'à déguster. Tiens, monsieur Panek, ça tombe bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous proposez avec la salade tiède de lentilles vertes du Puy? Ah, alors moi je verrais très bien un vin blanc d'entrailles, chenin d'altitude. Il y a de l'huile de noix dans votre recette. Il y a, ça ne manque pas de vivacité. Donc je le verrais très bien. Il est souple, rond, il est élégant et en même temps il est assez puissant pour soutenir vos saveurs, je pense. Oui. Merveilleux, monsieur Panek. Merci beaucoup. Bon appétit. Aymeric, notre chef de l'ambassade de Bonjour d'Auvergne. Bonjour. Alors, vous allez bien? Très très bien. Bon, alors aujourd'hui, d'abord je tiens à rappeler à nos auditeurs que vous êtes toujours le grand chef au restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier Saint-Lazare, dans le 3e arrondissement. Pour réserver et pour savourer votre cuisine, un seul numéro de téléphone, le 01 42 72 31 22. Et aujourd'hui, donc, blanquette d'agneau au roquefort. Tout à fait. Alors nous, à l'ambassade d'Auvergne, nous utilisons de l'agneau de Lozère. Celui qui est élevé sous la mer. Tout à fait.
qui ont la particularité d'être élevés sous la mer, donc nourris au lait maternel, ce qui nous donne une viande très goûteuse. Pour la blanquette, il nous faut des morceaux de 30 grammes pris de préférence dans l'épaule, car c'est le morceau le plus tendre. Il nous faut 2,5 kg de morceaux d'épaule. Il faut mettre la viande dans une cocotte avec de l'eau froide, à hauteur, et la porter à ébullition. On écume bien en fait cette eau, hein. On enlève toutes ces impuretés, on la passe à l'étamine, on va dire. Et là, on reprend ce liquide, on reprend les morceaux et on les remet sur le feu. 200 g d'oignons, un bouquet garni et 200 g de carottes. Est-ce que l'oignon, vous le piquez d'un clou de girofle ou pas, grand chef? Alors, nous mettons aussi 2 clous de girofle. Là, nous y ajoutons, bien sûr, pour relever de la mignonnette et du gros sel. Laissez cuire à frémissement et à couvert jusqu'à ce que votre viande soit fondante. Très important, la sortir seulement. Donc ça met quoi? Quand elle est fondante. Ça peut mettre 1h30. Ça peut mettre 1h30. D'après la qualité de la viande. Voilà, tout à fait. Et est-ce que de temps en temps, pendant tout ce travail de la viande, cette cuisson, vous écumez également ou c'est pratiquement indispensable? Logique, oui. Il faut l'écumer à fur et à mesure. Une fois la viande cuite, la séparer du jus que l'on doit refroidir très rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour épaissir le jus de cuisson, nous allons faire un roux blanc en fait. Hein. Donc c'est farine C'est-à-dire et beurre. Farine et beurre. Même poids de farine, même poids de beurre. Vous utilisez combien? 50 grammes, 60 grammes à peu près? Alors nous on est sur 100 grammes de beurre et 100 grammes de farine. Alors donc le roux, attention, est un roux blanc. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que le roux soit coloré. Brunisse, hein. Il faut qu'il reste non, pas du tout. blanc. Il faut le laisser à feu doux et il faut le laisser mousser légèrement pendant 10 minutes pour enlever ce côté amidon. Donc cuisson pendant 10 minutes sans coloration. Voilà, tout à fait. Ensuite, nous y ajoutons le jus de cuisson froid. Alors ensuite, nous ajoutons 3 litres de bouillon froid progressivement tout en remuant avec un fouet. Pour épaissir, pour que le roux fasse la sauce avec le bouillon. Voilà, on appelle ça un velouté en fait. Voilà. Pour ne pas et tout doucement, progressivement, tout en fouettant pour ne pas avoir de grumeaux. Une fois le bouillon épais, mettre le roquefort émietté dedans. Nous mettons pour cette recette 200 g de roquefort. Est-ce que vous prenez le cœur du roquefort ou est-ce que vous prenez... Quelle est la partie du roquefort que vous utilisez? Là, nous prenons... Vous prenez le cœur du roquefort. Quand il y a un roquefort, vous prenez avec la partie blanche et puis surtout la partie verte, celle qui donne du goût, je suppose. Exactement. Émietté 200 grammes et donc là, vous mélangez. Alors, est-ce que vous portez à ébullition ou pas du tout? Est-ce que le fromage peut subir une agression? Alors justement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il faut surtout le faire à feu doux. Parce que si le roquefort est bouilli ou alors accroche le fond, ça nous donne un mauvais goût, une mauvaise saveur. Donc il faut être très patient et très délicat avec cette blanquette de veau au roquefort. Tout à fait. Là, nous y ajoutons 1 ml de crème fleurette pour donner ce côté blanchâtre. Nous vérifions l'assaisonnement. Donc sel, poivre. Tout à fait. Nous mettons la viande que nous avons débarrassée de côté au préalable. Dans ce velouté. Voilà. Et vous le laissez, je suppose. Alors là, nous le laissons mijoter au moins un quart d'heure pour que les saveurs de la viande, voilà, tout à fait, s'échangent. Le velouté pénètre gentiment et amoureusement dans la viande. Voilà. Bonjour Monsieur Panek, qu'est-ce que vous nous proposez avec la blanquette d'agneau de Lozère au roquefort? Au roquefort, alors là, ça me donne une petite idée sur un vin rouge, un côte de Millau. Un côte de Millau avec un très bel assemblage, suffisamment puissant pour soutenir la force du roquefort et la tendreté de la viande, cette sauce un peu crémeuse, un petit roux blanc. Au roquefort, moi je ferais très bien un côte de Millau. Très bien, Monsieur Panek, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Panek. Bon appétit. Très bien. Alors ensuite, nous étions sur le... Après, vous avez fait la soupe de rhubarbe. Oui, mais ça, c'est parce qu'il est allé sur la vidéo. Mais... Bonjour, Monsieur Panek, avec la soupe de rhubarbe au thé d'Aubrac. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Alors là, j'ai une petite idée. J'ai un ami. Il est un petit peu fou.
il vinifie la rhubarbe comme du vin. Comme du vin. Très bien. Alors, je pense que c'est très bien. J'ai goûté votre soupe de rhubarbe. Je trouve bien l'équilibre acidité, le sucré. Et Bonjour Monsieur Panek, qu'est-ce que vous nous proposez avec la blanquette d'agneau de Lozère au Roquefort? au Roquefort, alors là, ça me donne une petite idée sur un vin rouge, un Côte de Millau. Un Côte de Millau avec un très bel assemblage, suffisamment puissant pour soutenir la force du Roquefort et la tendreté de la viande, cette sauce un peu crémeuse, un petit roux blanc au Roquefort. Moi, je ferais très bien un Côte de Millau. Très Je bien, le sens Monsieur très bien. Panek, très bien. Merci beaucoup Monsieur Panek, bon Bon appétit. appétit. Très bien. Alors ensuite nous étions sur le Après, vous avez fait la soupe de rhubarbe, c'est de braque. Ah oui, Non, on on avait avait fait fait, la- Oui, mais ça, c'est parce qu'il y allait sur la vidéo, mais... les cassettes. Bonjour Monsieur Panek, avec la soupe de rhubarbe au thé d'Aubrac, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Alors là, j'ai une petite idée. J'ai un ami, il est un petit peu fou. Il vinifie la rhubarbe comme du vin. Comme du vin. Très bien. Alors, je pense que c'est très bien. J'ai goûté votre soupe de rhubarbe. Je trouve bien l'équilibre acidité, le sucré. Et j'ai retrouvé le même dans ce vin de rhubarbe de chez Michel Moine. Un millésime 2004 qui irait très bien, qui est vraiment ferait un très bel équilibre. Merveilleux Monsieur Panek. Merci beaucoup Monsieur Panek. Bon, Bon appétit. appétit. Beaucoup Monsieur Panek. Toujours en direct avec notre chef de la semaine, Émeric, le grand chef à l'ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier Saint-Lazare, dans le 3e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver qui est le 01 42 72 31 22. Aujourd'hui, grand chef, soupe de rhubarbe au thé d'Aubrac. Oui. Alors, Alors, c'est une recette en fait qui est assez facile à réaliser et que les auditeurs peuvent savourer depuis quelques jours en direct sur notre site de la radio. oui, alors la particularité de cette recette en fait, c'est de manger cette rhubarbe qui est un produit très acide en général. C'est de manger cette rhubarbe tout en douceur avec une pointe d'acidité. Et le thé d'Aubrac à la plante de calamante apporte une fraîcheur sauvage et authentique. Donc là, on ne travaille qu'avec du travail avec des ingrédients frais. Hein. Tout à fait. Alors tout d'abord, il faut éplucher et tailler la rhubarbe en morceaux de 1 cm de section. Voilà, et puis là, il suffit uniquement de vous voir à l'œuvre sur notre site internet, hein, puisque c'est la vidéo que nous avons réalisée ensemble. Ensuite, mettre dans une casserole les 2 litres d'eau, les 3 décilitres de vin blanc, et Pour le vin blanc, est-ce qu'il y a une particularité, un vin sec, sucré, un vin d'Alsace alors de préférence un vin sec, un vin de table. C'est pas la peine de sortir la grande bouteille de la cave. on préfère la déguster. Hein. Voilà, exactement. Ensuite, donc je répète, nous mettons les 400 g de sucre, les 3 décilitres de vin blanc et les 2 litres d'eau Et nous portons tout ça à à ébullition. Ensuite, donc une fois que le sirop bout, il faut pocher la rhubarbe avec vigilance, car trop cuite, elle devient compotée. Et ce n'est pas du tout le but recherché. Hein. Ce n'est pas du tout le but recherché. Une fois cuite, la refroidir sans le jus dans un récipient très très rapidement. Le sirop, le refroidir également. Et une fois le tout très froid, Bien reposé, donc quelques heures au réfrigérateur. tout à fait, Même une nuit, on peut. Est-ce que c'est une recette que on peut préparer la veille pour le lendemain si l'on a des invités? c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Une fois le tout bien refroidi, nous y ajoutons les 3 décilitres de thé d'Aubrac. Et si nous n'avons pas de thé d'Aubrac, grand chef? Alors, justement, si jamais nous n'avons pas de thé d'Aubrac, il est possible de faire la recette avec une botte de menthe au niveau du pochage du sirop. C'est-à-dire qu'on met la menthe au début avec le sucre, le vin blanc et l'eau. Tout à fait. Bonjour Monsieur Panek, avec la soupe de rhubarbe au thé d'Aubrac, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Alors là, j'ai une petite idée. J'ai un ami, il est un petit peu fou. Il vinifie la rhubarbe comme du vin.
comme du vin. Très bien. Alors, je pense qu'elle irait très bien. J'ai goûté votre soupe de rhubarbe. Je trouve bien l'équilibre acidité, le sucré. Et j'ai retrouvé le même dans ce vin de rhubarbe de chez Michel Moine. Un millésime 2004 qui irait très bien, qui est vraiment ferait un très bel équilibre. Merveilleux, monsieur Panek. Merci beaucoup, monsieur Panek. Bon appétit. Panek. Toujours en direct au restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue Grenier-Saint-Lazare dans le 3e arrondissement, avec notre chef de la semaine, Émeric. Un numéro de téléphone pour savourer eh bien sa carte, qu'il le met pratiquement à jour, puisqu'il ne travaille qu'avec des produits frais. Un numéro de téléphone donc, le 01 42 72 31 22. Alors là, aujourd'hui, grand chef, une recette très facile, l'aligot. L'aligot, très facile mais très délicat. Alors pour trouver de la tome fraîche, il suffit d'aller chez un fromager, par exemple rue Montorgueil. Vous, c'est le vôtre, hein, c'est là où vous allez chercher... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, nous ça nous vient directement d'Auvergne. Ah d'accord. Donc, pour l'aligot, il nous faut tout d'abord une purée de pommes de terre. Et là, je vous conseille de prendre de la pomme de terre Binge. C'est une pomme de terre idéale pour la purée. Alors, quelle est cette particularité? Est-ce qu'on la trouve? Parce que moi, des fois, j'ai beau chercher dans les grandes surfaces et j'ai le sentiment qu'on ne la trouve pas tellement, cette pomme de terre, la Binge. Est-ce que vous avez un producteur avec qui vous travaillez Non, on n'a pas de producteur très spécialement, mais... Vous, c'est ce que vous recommandez pour travailler avec... Bah écoutez, c'est une pomme de terre qui est légèrement farineuse et qui est idéale pour faire tout ce qui est velouté et purée. C'est une pomme de terre qui ne se tient pas à la cuisson en fait. Donc idéal pour la purée. Donc idéal pour, effectivement. Idéal pour la purée. La purée, la pomme de terre, on l'écrase. Voilà. Une fois votre pomme de terre cuite, les écraser, puis les mélanger avec un peu de lait pour obtenir une consistance onctueuse. Donc il faut une purée de pommes de terre onctueuse sans un morceau en fait. Hein. Voilà, sinon on risquerait de louper cet aligot en fait. Hein. L'aligot est très délicat et demande vraiment une purée très onctueuse. À ce moment-là, coupez 700 g de tome fraîche en petits dés, très très fins. L'ajoutez à votre purée de pommes de terre. Donc chaude, là, alors, je suppose chaude hein. donc. Et là, je vais peut-être vous dire, donc il faut à peu près 1 kg de grosses pommes de terre pour 400 g de tome fraîche de l'aïeul. Et donc, quand on rajoute la tome, le feu est toujours sous la purée. Hein. Voilà. Un feu très, très Alors, doux. il faut que votre purée soit très chaude, hein, enfin très chaude et à feu doux. Et ensuite, vous y incorporez ces petits dés de tome fraîche. Et à la spatule, à l'aide d'une spatule, vous l'incorporez très délicatement jusqu'à ce que... Un peu comme quand on mélange les blancs en neige avec le chocolat, il faut être délicat, il faut pas y aller avec des grands mouvements. Hein, non, c'est pas nécessaire. Il faut qu'elle fonde tout doucement. Jusqu'à ce que la tome fraîche et la purée ne fassent plus qu'un. Alors, à partir de ce moment-là, il ne faut pas oublier de revérifier l'assaisonnement, d'y mettre une pointe d'ail frais haché. Bonjour, monsieur Panek. Avec notre plat préféré à l'ambassade d'Auvergne, qu'est-ce que vous nous proposez avec l'aligot? Ah, l'aligot. Alors, il y a un petit peu d'ail dans votre aligot. J'ai senti ça. Moi, je verrais bien un vin un peu épicé, un petit châteauguay de chez Guagou, un petit peu fruit, un petit peu épice, un petit peu frais, même quelque chose qui, pour moi, me semble parfait avec l'ail, la tome fraîche, la crème, la pomme de terre. Ça irait très bien. Moi, je le vois très, très bien, ce vin. Alors, je ne dirais qu'une chose. Bon appétit. Toujours en direct du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier-Saint-Lazare. Et pour savourer la recette de notre chef Émeric, un seul numéro de téléphone, le 01 42 72 31 22. Émeric, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, terrine de foie gras. En fait. Alors tout d'abord, il faut séparer les lobes en deux, délicatement. Puis les laisser tempérer pendant 1 heure. Quand vous dites tempérer, c'est-à-dire vous les laissez à l'air,
dire à l'air ambiante de la cuisine, de la à l'air pièce. ambiante dans votre cuisine pour pouvoir justement pouvoir le malaxer, le toucher et pouvoir le dénerver surtout, sans le casser. À l'aide à l'aide du dos d'un couteau, ouvrir les lobes délicatement en retirant les nerfs. D'accord, donc ça vous le faites sur le long de sur la longueur. Alors, en prenant le lobe par-dessus, nous allons l'ouvrir très légèrement. Alors, pour vous dire le gros lobe, il y aura un nerf qui part d'en haut à droite D'accord. et qui descend en bas en plusieurs, en étoiles. Et ensuite, nous avons un peu plus haut un nerf qui démarre sur la gauche et qui descend tout en bas, pareil, en étoile. Donc, Ça, c'est pour le gros morceau de lobe. Parce qu'un lobe contient deux morceaux, un plus gros et un petit. Pour le petit, justement, en l'ouvrant délicatement en deux, là par contre, nous allons avoir un nerf central qui englobe tout le morceau. Et là, c'est un peu plus délicat pour le petit morceau. oui, parce que quand on le retire, Voilà. il y a beaucoup de Et foie c'est gras pour ça que votre foie gras doit être bien tempéré, justement, pour éviter d'en perdre un maximum. Alors, une fois que c'est dénervé, qu'allons-nous faire de ces deux lobes? Alors, ces deux lobes, nous allons les assaisonner avec du sel. Alors, il faut à peu près 2 grammes de sel pour 100 grammes de lobe de foie gras de canard. N'est-ce pas? Ensuite, donc, sel, poivre, parsemé. Nous allons y badigeonner d'un vin blanc liquoreux. La quantité, 2 centilitres, 20 centilitres. Un décilitre, Un décilitre. un décilitre, c'est suffisant, hein. C'est juste pour badigeonner légèrement. On va y mettre aussi 1 décilitre de cognac. Et là, nous allons réserver le tout au froid pendant au moins 4 heures. Non, au moins 4 heures pour que le sel, le vin et le vin cognac liquoreux, puissent tous s'imprégner. pénétrer à l'intérieur et pour qu'on ait justement, Ces saveurs qui reviennent en bouche quand on ces va avoir saveurs et un équilibre au niveau du sel et de l'alcool. Quand vous dites badigeonner, c'est-à-dire vous prenez un pinceau et vous badigeonnez comme ça les lobes ou vous versez Non, directement? en fait, on l'arrose. En fait, j'ai pris le mauvais terme, mais c'est plutôt arrosé. Arrosé. Voilà. Alors une fois que c'est arrosé, une fois qu'il s'est rafraîchi pendant 4 heures au réfrigérateur, Alors, une fois qu'il est rafraîchi, on va prendre les lobes, les mettre dans une terrine. Et là, ce qui est important, c'est de mettre dans une terrine adéquate. Il faut surtout que les terrines soient remplies. Il ne faut pas que les lobes occupent seulement le fond de la terrine. Parce que sinon, ça va cuire trop vite. Et le but d'une bonne terrine de foie gras, c'est qu'il soit mi-cuit. Donc tiède, au milieu. Donc utilisez la bonne terrine pour que les lobes occupent la terrine entièrement. Ensuite, nous allons la cuire à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure. alors la cuisson, bain-marie ou... Bain-marie à couvert. Bain-marie à couvert. Maintenant, je vous dis un quart d'heure, mais le mieux, c'est d'aller vérifier et d'y mettre le doigt pour que le tour soit relativement chaud, mais que le centre soit tiède à cœur. Voilà. Ensuite, une fois que la terrine est cuite, nous allons très rapidement la prendre. Essayez de récupérer un récipient adéquat qui épouse votre terrine pour pouvoir la presser. La mettre dessus Voilà. pour l'écraser, pour faire sortir Pour faire l'excédent de ressortir, graisse. voilà, pour faire ressortir l'excellente graisse, il est très important que la terrine soit pressée correctement au fond pour éviter d'avoir justement de la graisse au milieu de votre foie gras. D'accord. Alors, une fois qu'on la presse avec ce petit récipient, il faut la réserver au frais. Combien de temps? 1 heure? Oh, il faut la réserver, on va dire, au moins 2 heures, le temps que le foie gras, enfin la graisse de foie gras prenne dessus. Maintenant, un petit conseil, il faut manger cette terrine de foie gras, il faut la laisser au moins un jour et demi dans le frigo avant de la consommer. Donc si on veut le Parce faire que pour le fraîche, dimanche, il faut commencer voilà. le mercredi, la laisser refroidir à partir du jeudi. Voilà, parce que trop frais, Il lui manque quelque chose. il lui manque quelque chose. Il va lui manquer du corps. Du corps, exactement. Monsieur Panek, avec la terrine de foie gras, qu'est-ce qu'on peut proposer à boire? Alors, à boire, moi,
traditionnellement, on dit toujours un verre de sauterne. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je verrais bien quelque chose. Amis de la table, bienvenue dans la cuisine des chefs. Dans notre tour de France culinaire aujourd'hui, zoom sur l'ambassade d'Auvergne. Cuisine traditionnelle et innovatrice, située au 22 rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Pour savourer leur carte, 01 42 72 31 22. Émeric, quel est votre parcours? Comment êtes-vous devenu chef? Bah écoutez, tout d'abord à la maison, quand j'étais un peu plus jeune, ma mère faisait beaucoup ces petits plats, hein, c'est-à-dire ces bourguignons, ces blanquettes, toutes ces choses-là. Donc de là, je la regardais faire et ça m'a donné envie de faire de la cuisine. J'ai fait une école hôtelière, ensuite j'ai eu mon CAP, mon BEP. De là, j'ai poursuivi, j'ai travaillé, donc après le CAP et le BEP, j'ai arrêté, j'ai travaillé, je suis venu à l'ambassade d'Auvergne pendant 1 an en tant que commis. Ensuite, malheureusement, j'ai dû partir à l'armée, donc j'ai travaillé à ce moment-là à l'Élysée, au mess de l'Élysée. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsque vous avez travaillé à l'Élysée, vous avez appris d'autres choses qui vous manquaient avant de vous lancer dans cette entreprise de devenir le chef à l'ambassade d'Auvergne? Bah écoutez, dans un sens, oui, j'ai appris quelques petites choses parce qu'il y avait beaucoup de cuisiniers qui venaient d'autre part dans toute la France, étant donné que c'était l'armée. Et on s'échangeait des recettes, des idées, en fait. De là, après l'armée, je suis revenu travailler ici, en tant que commis pendant 1 an. Et après, je suis passé chef de partie. Chef de partie, j'ai fait des stages comme chez Alain Ducasse et d'autres, qui m'ont appris à justement partager, échanger les saveurs et les produits. Le sucré, amer, acide, toutes ces choses-là. Après, avec beaucoup de remises en question et de recherche, j'ai inventé des petits plats en étant second. Et vu que la place s'est libérée, j'ai pu passer chef à l'ambassade d'Auvergne. Et cela depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Et alors, est-ce que depuis 3 ans, comment vous dirigez cette équipe à l'ambassade d'Auvergne? Eh ben, comme une famille. Comme une famille. Je les prends sous mon aile, je leur montre mon savoir. Et Vous faites beaucoup de choses également pour les jeunes commis quand ils viennent travailler au sein de votre cuisine. Vous êtes quoi? Vous êtes un chef dur, généreux dans l'apprentissage? Quel est un peu votre savoir-faire dans ce domaine? eh ben, par moment, je suis dur et par moment, je suis impair. On va dire comme ça. Mais bon, tout en étant dur, c'est pour eux. C'est pour leur montrer le côté difficile. Et l'histoire du restaurant, vous savez depuis à peu près combien de temps l'ambassade d'Auvergne existe? Depuis 40 ans. 40 ans. Nous avons fêté les 40 ans dernièrement. Donc vous, être à la tête de toute cette histoire familiale, c'est quoi? C'est une pression que vous sentez sur vous? Ou c'est tout simplement, c'est une simple continuité que vous honorez avec panache? Ah non, c'est une certaine pression et c'est un peu des deux. C'est une continuité, mais c'est une certaine pression parce que c'est un restaurant qui a une certaine réputation et je dois faire en sorte qu'elle reste. Voilà, eh bien Émeric, merci de nous avoir présenté votre passion et votre bonheur et puis surtout votre parcours. Je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Et pour savourer votre carte, un seul numéro de téléphone, le 01 42 60. Notre invité du week-end, Émeric, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Un numéro de téléphone pour répondre. C'est une émission directe puisque ça sonne. Les réservations arrivent. 01 42 72 31 22. Dites-moi, Émeric, est-ce qu'il y a des produits, des ingrédients que vous aimez travailler plus que d'autres? Bah écoutez, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est de travailler avec des petits producteurs. Alors, est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous pourriez justement nous citer Alors par exemple, nous travaillons l'agneau de Lozère. C'est un agneau qui est élevé sous la mer, donc au lait maternel. Et la particularité cette viande? La particularité de cette viande, justement, c'est qu'elle est tendre et exceptionnelle. Ensuite, ce sont des gens qui travaillent des produits du terroir dans le respect des traditions.
Et ça, vous y tenez beaucoup. J'en tiens beaucoup, oui. Je pense que si à l'heure actuelle nous avons cette clientèle, c'est surtout grâce à ces produits élaborés dans le respect de la tradition. Alors, même lorsque vous avez des produits de qualité, il faut bien choisir, par exemple, un ingrédient plus qu'un autre. Alors, vous, quel est votre choix dans ce choix naturel? Parce que choisir, par exemple, un bon chou ou peut-être un beau morceau de viande avec tous ces producteurs, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est difficile ou alors vous savez reconnaître comme ça à coup d'œil en disant ça, celui-ci est meilleur que la pièce d'à côté? Bah écoutez, avec l'expérience, on reconnaît la fraîcheur et la qualité du produit. Donc là, vous êtes très pointilleux sur cet aspect. Très pointilleux, oui. Est-ce que l'enseignement culinaire, pour vous, est quelque chose d'important? Est-ce que, par exemple, enseigner, prendre des commis, leur montrer, leur transmettre votre savoir, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est important? Oui, pour moi, c'est très important. Il faut automatiquement avoir de très très bonnes bases dès le départ. Dès le départ. Donc le recrutement, par exemple, des commis, c'est quoi? Vous travaillez en relation avec des écoles hôtelières ou... Oui, nous travaillons en relation en cuisine, nous travaillons avec le PMT, qui est sur Paris. Et au niveau salle, nous travaillons avec l'école de Médéric. Et vous, l'ingrédient que vous préférez travailler avec passion, c'est quoi? C'est le champignon, c'est le poisson? Moi, c'est un peu de tout. Je travaille l'agneau de Lozère, le salers. Nous travaillons aussi le foie gras des Landes, qui produit 60% de la meilleure production, de la plus grande production en France, et qui lui donne une qualité exceptionnelle, d'ailleurs, qui est d'une qualité exceptionnelle, excusez-moi. Et ça, vous le travaillez toute l'année, ce foie gras, par exemple? Nous travaillons toute l'année, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des produits, justement, que vous ne travaillez qu'en saison? Et par exemple, quels sont ces ingrédients que, par exemple, je sais pas, les cerises, est-ce que vous faites des gâteaux à la cerise? Est-ce que vous faites... Nous travaillons exclusivement avec les saisons. C'est-à-dire que les légumes, nous les travaillons exclusivement avec les saisons. Donc, ça veut dire que votre carte est en fonction des saisons? Ma carte change tous les 2 mois et en fonction des saisons. Et alors, si toutefois vous auriez... et vos passions, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas derrière votre piano, Aymeric? Bah écoutez, un peu de sport. Vous faites quoi comme sport? Du vélo. Du vélo, vous aimez le Du vélo? vélo, voilà, exactement. Et puis, on va dire un petit peu de travaux. D'accord. Eh bien, écoutez, Aymeric, merci de nous avoir présenté vos passions et puis également de nous avoir parlé de ce que représentent pour vous les produits. Je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement à Paris. Et pour savourer votre carte, le 01 42 72 31 20. Shit.